On va se pencher maintenant sur des diagrammes toujours ternaires, donc à trois constituants indépendants, mais qui, contrairement au cas précédent, certaines phases sont des solutions solides. Alors, les exemples naturels de solutions solides, vous en avez une multitude, puisque la majorité des minéraux sont des solutions solides entre plusieurs pôles. Tout à l'heure, on avait considéré des phases pures, comme le quartz, ou comme les silicates d'alumine, Al2 et CO5, qui ont une composition fixe. En revanche, des minéraux comme les feldspath, donc qui ont trois pôles en fait, un pôle potassique pour l'orthose, un pôle sodique pour l'albite et un pôle calcique pour l'anorthite. Vous avez aussi les micas blancs, les micas noirs, la biotite, la phlogopite, la muscovite, etc. sont des solutions solides entre des pôles alumineux, ferrifères, magnésiens et que sais-je encore. Et vous avez aussi les grenats qui ont généralement quatre pôles, le fer pour l'almandin, le magnésium pour le pyrope, le Mn, le manganèse pour la spessartine et le calcium pour le granculaire. Les amphiboles, vous en avez aussi une multitude entre les amphiboles ferromagnésiennes, qu'elles peuvent être orthorhombiques ou monocliniques. Vous avez qui ont donc des pôles qui dont les solutions solides peuvent constituer ce qu'on appelle les emblanes vertes, les emblanes brunes, etc. Vous avez aussi les pyroxanes, dont les plus connus sont l'augite, le diopside, qui ont donc qui font des solutions solides entre les pôles calciques, les pôles magnésiens et les pôles ferrifères. Vous avez les olivines, enfin, qui sont des solutions solides binaires entre deux pôles, un pôle ferrifère et un pôle magnésien, entre donc la forstérite magnésienne et la fayalite ferrifère. Le but donc, c'est de se dire comment peut-on, sur un diagramme ternaire, donc à trois constituants, représenter les variations chimiques qui peuvent concerner les solutions solides. Pour cela, on va prendre un diagramme, ici donc X, Y et Z, donc dans lequel X, Y et Z sont à la fois des constituants indépendants, mais qui peuvent constituer des phases à composition fixe, par exemple pour X et Y, mais on va voir tout à l'heure que pour Z, c'est une composition qui est variable puisqu'il s'agit d'une solution solide. Donc, la règle des phases s'applique, tout ce que l'on a vu tout à l'heure s'applique parfaitement sur ce diagramme. Mais on va considérer les solutions solides et on va commencer par la première, qui est ici une solution solide dite binaire, c'est-à-dire qu'il y a deux pôles. Alors, la phase, c'est X, qui contient donc 50% de Y et 50% de X, mais qui peut contenir une certaine quantité de Z limitée qui peut remplacer Y. C'est pour ça qu'on l'appelle X avec entre parenthèses solution solide entre Y et Z. Donc cette phase a une composition qui peut varier suivant ce segment et seulement suivant ce segment. On ne trouverait pas cette phase avec une composition qui serait vers ici. Ça s'arrête là. Dans la nature, sa composition s'arrête ici. Donc si vous voulez, le point qui est là, c'est 50% de X, 50% de Y et 0% de Z. Alors que si je prends une composition qui est là et une composition de là, une partie de Y est remplacée par Z. Plus je vais vers la droite, plus les proportions de Z, donc ce composé intermédiaire, ce composé ce constituant indépendant, remplace donc Y dans des proportions qui sont limitées par ce segment. On dit donc que j'ai ici une solution binaire X et la solution binaire, elle est concernée par les constituants Y et Z. C'est la même chose ici, sauf que c'est à l'inverse. X2 donc est constitué de 1 tiers de Z et de 2 tiers de X, comme on l'a vu tout à l'heure. Et il peut contenir une certaine quantité de Y qui se substitue à Z, c'est pour ça qu'on l'appelle X2 ZY, donc la solution solide, elle est entre Z et Y. Cette quantité de Z qui peut remplacer Y, elle se fait depuis 0% de Y ici jusqu'à une certaine quantité qui est là. Cette quantité, on peut l'obtenir en tirant les parallèles aux différents côtés et on peut avoir à tout moment les proportions de X, de Y et Z pour
une composition précise sur ce segment. Enfin, certaines solutions solides ne sont pas binaires, comme c'est le cas de ces deux-là, mais elles sont ternaires, c'est-à-dire qu'elles ont une composition chimique qui varie dans un espace grisé dans ce diagramme ici, et contient X, Y et Z. C'est-à-dire que X peut remplacer Z, Z peut remplacer Y, X peut remplacer Z, etc. Donc cette phase dans la nature a une composition qui varie dans cet espace grisé. Ce point contient X, Y et Z, c'est la même phase, mais sa composition chimique est différente de celle-là. Bien qu'il s'agisse, par exemple, de la même amphibole. Ça, c'est une amphibole, ça, c'est une amphibole, mais les proportions de X, Y et Z dans cette amphibole et dans celle-là ne sont pas les mêmes. C'est la même chose ici. Z, quand il est tout seul, il a la composition du constituant indépendant Z. Mais dans cette phase Z, il peut rentrer un peu de X, un peu de Y qui se substitue donc à Z, formant ainsi une solution solide dont la composition varie dans cet espace grisé et seulement dans cet espace grisé. Cette phase, c'est un minéral quelconque, hein, de l'olévine ou ce que vous voulez, dont la composition ici, toujours une olévine, là toujours une olévine, mais la composition ici est différente de la composition là. Et on va voir que ces compositions varient en fonction de la composition des roches totales, comme on l'a vu tout à l'heure, et de l'évolution évidemment des conditions de pression et de température, de telle façon à ce que des diagrammes comme cela aident aussi à retrouver les réactions métamorphiques et aussi, quand on connaît les conditions de l'établissement des réactions métamorphiques, de retrouver, comme je vous l'avais dit au tout début, les conditions, pression et température d'évolution d'un système de roches métamorphique. Résumer ce que je viens de vous dire en faisant donc un condensé de tout ce que j'ai pu dire. Alors la première chose, c'est que le composé ici, ou la phase ici, X, Y, Z, elle montre une solution solide limitée avec des teneurs variables de Z, donc de 0 jusqu'à cette valeur-là de Z. Et ce Z se substitue à Y, il le remplace. Cela donc est illustré par ce segment donc qui se prolonge dans le diagramme ternaire, mais comme c'est un segment, la solution solide est binaire. Bien. Le point X2, ZY, montre lui une solution solide limitée de Y se substituant à Z. D'accord? Ici, on a 0% de Y, et plus on va vers la gauche, plus la quantité de Y augmente jusqu'au maximum ici. Enfin, les phases X, Y, Z et Z sont donc des solutions solides, mais ils montrent des gammes, c'est-à-dire des espaces dans lesquels les compositions possibles sont des espaces montrés ici par ce qui est grisé et qui correspondent à une substitution dans des proportions bien définies aussi de X, Y et Z ensemble. Ce sont donc des solutions solides ternaires. Bon, comme dans le cas précédent, les paragenèses, les associations minéralogiques, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire les minéraux qui sont en équilibre entre eux, sont reliés par des joints ou des T-lines. Les anglo-saxons disent les T-lines. Et ces T-lines tiennent compte de la composition des solutions solides qui sont concernées donc par la composition de la roche totale représentée. Alors, ces compositions de roche totale vous sont données ici sous forme de points A, B et C. C'est équivalent à ce que nous avions tout à l'heure quand nous avons travaillé sur des phases à composition fixe. Alors, par exemple, pour une roche de composition A, elle contient deux phases. C'est la phase X2, ZY, qui est une solution solide de Y qui se substitue à Z, et elle contient X, Y, Z, qui est une solution ternaire, donc dans laquelle la substitution se fait entre Z, X et Y. Ce joint, qui passe par cette composition de roche totale,
arrive donc ici sur le segment que représente la composition chimique de cette solution solide binaire et il vous donne la composition précise de ce composé, de cette solution solide. C'est la même chose ici, où vous avez donc un point qui représente la composition de la solution solide x, y, z. C'est ce point, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Bien. Si maintenant on prend les compositions B et C qui, elles, tombent cette fois dans un triangle partiel, qui sont donc formés par trois faces. Si on prend B, elle est formée par X, qui est une phase à composition fixe, par X, Y, Z, qui est une solution solide, et par X2, ZY, qui est une autre solution solide. Ce roche total contient donc les phases X avec cette composition de solution solide, avec un rapport donc Y, Z qui est bien précis, et ici, la même chose, une composition avec un rapport Z, Y bien précis. C'est la même chose pour la roche totale de composition C, qui est dans le triangle partiel Y, X, Y, Z et Z, qui sont donc les trois phases présentes dans cette roche totale à l'équilibre, évidemment. Leurs compositions sont, pour Y, une composition fixe, pour Z, c'est cette composition-là, précise, que l'on peut toujours avoir en tirant les parallèles au triangle, et cette phase-ci, donc pour la solution solide X, Y, Z, que l'on peut avoir aussi très précisément pour donc avoir les proportions de X, de Y et de Z. Donc, en résumé, une roche de composition C a une pression et une température de ce diagramme. Évidemment, si vous changez la pression et la température, la topologie du diagramme, c'est-à-dire la position des joints, va changer parce que des réactions métamorphiques, comme on l'a vu tout à l'heure, vont se produire. Donc, aux conditions de pression et de température de ce diagramme, la composition C est formée de Y, Z et X, Y, Z, avec une composition particulière, donc des solutions solides, et une roche de composition B, elle formée par X, X2 et X, Y, Z. Voilà donc quelque chose de simple à lire, mais ça apporte beaucoup d'informations sur la variation de la composition chimique quand vous avez les conditions de pression et de température qui changent. Vous pouvez avoir les solutions solides qui changent de composition chimique, c'est-à-dire vous avez des substitutions d'éléments par rapport à d'autres. Cette substitution est très dépendante de la pression, est très dépendante de la température. Ce fait-là, il y a des disciplines en pétrologie métamorphique qui s'appellent la géothermométrie ou la géobarométrie ou la géothermobarométrie, qui est basée justement sur la façon dont les échanges se font dans les solutions solides en fonction de la pression et de la température. Donc, le rapport dans la compréhension des processus métamorphiques est important.